Donc, je peux commencer. Allez-y. Bien. Bon, ben, écoutez, tout d'abord, je remercie bien sûr Madame Ducos-Sader et Monsieur Vallat pour leur invitation, dont je suis extrêmement honoré. Il n'est pas très habituel de peut-être de parler de soi dans un colloque quand on est universitaire, mais je dirais quand même quelques mots. C'est sans doute d'abord le fait d'être un des rares et peut-être le seul, avec un nom qui ne vous plaît pas, mais qui est quand même celui d'un de mes amis, Benjamin Stora, d'être un des deux historiens véritablement nés en Algérie. Bon, lui est né à Constantine, personne n'est parfait, moi je suis né à Alger. Je me suis intéressé à l'histoire de l'Algérie pratiquement depuis le début, hein, et disons que j'ai connu l'Algérie avec, après trois générations familiales. J'ai quitté l'Algérie en 1962. Je n'ai pas eu de personne enlevée dans ma famille, Dieu merci, mais j'ai malheureusement connu suffisamment d'autres familles qui ont subi ce malheur pour partager avec elles ce que ça pouvait, une partie en tout cas de ce que ça pouvait représenter. Je me suis intéressé à l'histoire de l'Algérie très tôt, à une époque où très peu de gens le faisaient. Je me rappelle qu'à l'école normale supérieure, nous étions deux, en fait, mon ami Guy Pervillet qui est ici et moi-même. On est en train de vous reconnecter sur le grand écran là. Oui, vous m'entendiez là? Vous avez entendu ce que je vous ai dit? On a entendu tout ce que vous avez dit et les gens connectés ont entendu. D'accord. Je continue là ou? Alors, patientez 2 secondes. D'accord, très bien. Non, allez-y, continuez. Bon, donc je disais que je m'étais intéressé à l'Algérie depuis l'école normale en même temps que mon ami Pervillet, mais moi j'ai suivi un parcours inverse, c'est-à-dire que j'ai voulu commencer par l'histoire de l'installation française en Algérie en 1830 pour arriver à la guerre d'Algérie. Et donc, c'est plus tardivement que j'ai travaillé sur ce sujet, bon, bien que je m'y sois bien sûr toujours intéressé. Et ce que m'a appris cette façon de voir l'histoire de l'Algérie, bon, c'est que l'Algérie française était sans doute une entreprise très compromise dès le début, mais qu'en revanche, les relations entre la France et l'Algérie étaient quelque chose qui pouvait transcender peut-être cette période. Voilà un peu comment je vois les choses. Et donc, si on veut maintenant revenir bien sûr à ce sujet, à ce que nous avons vu, à ce que nous avons entendu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Bon, tout d'abord, bien sûr, un certain nombre de faits qu'on a remis en place, hein, un certain nombre de faits qui sont maintenant bien établis, qu'a remis en place Guy Pervillet, et notamment le fait que ces enlèvements, ils relèvent peut-être en partie d'une réaction du FLN à l'action de l'OS, mais surtout d'une stratégie propre du FLN qui était bien antérieure. Ça, c'est le premier point. Jean-Jacques Jordi nous a montré également que on pouvait établir de plus en plus précisément non seulement le nombre de ces disparus, mais également la manière dont ils avaient disparu par l'ouverture d'un certain nombre d'archives. Bon, ça, c'est quelque chose de très important aussi. Ce qui est en doute encore plus important, on a pu réfléchir sur la technique en fait de ces enlèvements, hein, enlèvements qui sont évidemment une forme tout à fait nécessaire, une forme que le FLN a jugée tout à fait indispensable pour contourner les accords d'Évian et pour contourner le cessez-le-feu, mais également une stratégie de terreur qui ne nécessite pas, ça a été bien montré par un auteur comme Constantin Melnik, par exemple, qui était à un moment au cabinet de Michel Debré, qui ne nécessite pas de faire disparaître énormément de gens, mais dont il suffit d'en faire disparaître suffisamment pour effrayer et pour bien plus peut-être que par des assassinats. Et cette action, on a même prononcé le mot, peut-être, de nettoyage ethnique. Est-ce que véritablement le FLN poursuivait une tâche de nettoyage ethnique? Ça n'est pas impossible, c'est encore quelque chose qui sera sans doute à chercher. Est-ce que si à l'intérieur du FLN un certain nombre de gens l'ont recherché, je crois malgré tout qu'il serait bien de ne pas penser que ce désir, cette volonté
puisse être, disons, imputé à l'ensemble de la population algérienne musulmane, ce qui paraît, et d'ailleurs vous avez eu des exemples qui allaient tout à fait dans le sens contraire. Il y a des gens qui ont voulu séparer ce qu'on appelait les Européens et ce qu'on appelait les musulmans à l'époque, et qui ont trouvé un moyen, ou en tout cas un procédé pour le faire. Nous avons aussi, et ça a été extrêmement important, entendu des témoignages. Bon, parce que l'histoire et les historiens ont tendance, et ça c'est un peu une tournure de métier, à considérer les événements un peu comme un certain nombre de médecins ou de chirurgiens considèrent les malades, c'est-à-dire essentiellement comme des cas qu'on regarde avec une certaine distance et pour lesquels qu'on essaye surtout d'étudier, quelquefois, en général, bien sûr, avec bienveillance, mais en se tenant en dehors. Là, d'une part, ce sont des événements, d'abord, lorsqu'on est pied noir, ce sont des événements qu'on a connus soi-même, et je crois qu'en dehors même de ça, il est difficile de résister à l'émotion que provoquent ces témoignages, dont on sent très bien que les personnes même qui sont encore en train de les livrer en souffrent énormément et les ressentent de nouveau, les revivent malheureusement de nouveau. Et ça, je crois que c'est ce type de souffrance, sans du tout tomber dans ce qu'on appelle quelquefois l'esprit victimaire, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler, et c'est quelque chose sans doute, alors je vais faire un peu de morale, que les décideurs, les stratèges, les hommes politiques devraient toujours avoir en tête lorsqu'ils prennent des décisions. Alors, ce qu'on a vu aussi, sans doute, c'est que ces épisodes, donc bien connus, n'ont pas eu, sans doute, la résonance qu'ils auraient pu avoir, ou du moins ne l'ont pas eu à l'époque. Et c'est à l'époque qu'ils auraient dû l'avoir, hein, car il est bien évident qu'il est très bien toujours de vouloir penser les blessures, mais on sait très bien, et nous l'avons entendu grâce au docteur Trousselard, nous l'avons très bien entendu, au professeur Trousselard, excusez-moi, nous l'avons très bien compris, c'est sur le moment que les blessures doivent être pensées, et ça n'est pas des dizaines d'années plus tard qu'on aboutit à des résultats. À l'époque, à quoi se sont heurtés les victimes et les gens qui les entouraient, et se sont heurtés surtout à une grande indifférence. Indifférence qui vient sans doute du fait qu'à l'époque, les traumatismes de guerre étaient quelque chose qui était peu connu. Il faut bien reconnaître, on sait seulement qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'était essentiellement dans l'armée américaine qu'on avait commencé à soigner les traumatismes de guerre, mais l'idée que les civils puissent être une victime aussi, c'était quelque chose qui était très largement méconnu. Donc ça, c'est un point qui est important. Et deuxième point, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces victimes étaient considérées trop souvent et très souvent comme de mauvaises victimes, puisqu'ils étaient non pas seulement du côté des vaincus, ce qui aurait encore été acceptable, mais ils étaient considérés comme du côté des coupables. Là aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important à rappeler. Alors, si on veut entrer davantage dans cette réflexion, bon, il est bien évident que il y a d'abord plusieurs éléments en réalité. Bon, il y a d'abord sans doute une certaine forme de piété à conserver aujourd'hui. Certaines formes de piété envers tous ces morts et essentiellement ces personnes disparues. Il y a également une certaine justice à conserver, à observer et à appliquer. Pourquoi ? Parce que justement, vous l'avez bien montré en commençant ce colloque, vous ne menez pas dans un souci de vengeance, mais dans un souci de réconciliation. Mais une réconciliation doit passer évidemment par l'équilibre entre les différentes mémoires et entre les différents partenaires d'une guerre. Il est bien évident qu'un conflit dans lequel seul un camp est coupable, il ne peut pas y avoir de véritable réconciliation en réalité. Donc, savoir malgré tout que
même lorsque on arrive à ce résultat, qu'il y a réconciliation, il ne peut pas y avoir véritablement une réparation totale, il ne peut pas y avoir véritablement oubli. Hein, n'oubliez pas la formule de Jules Ferry après 1870, il n'y a pas de compensation, il n'y en a pas pour les dommages que nous avons subis. Il peut y avoir, évidemment, un certain nombre de réparations matérielles, mais ça ne constitue qu'une petite partie, finalement, des pertes. Alors, pour terminer, je pense que cette question des disparus et de la disparition, elle va peut-être plus loin. Pourquoi? Parce que je suis un peu triste de le dire, mais ces disparus, ils symbolisent la disparition d'un peuple. Car on a dit, beaucoup de gens ont tendance à dire, nous sommes rentrés. Ils ne sont pas rentrés en France en réalité. Ils ont quitté leur patrie pour venir s'installer en France. On peut dire, au mieux, ils ont quitté, comme disait Cicéron, leur petite patrie pour retrouver la grande. Mais la petite, ils l'ont perdue et ils ne la retrouveront jamais. Et le peuple qui est composé sur cette petite patrie, c'est un peuple qui a commencé à disparaître et qui va finir par disparaître, même s'il peut survivre dans un certain sens à l'égard, à l'intérieur, dans l'esprit, dans la mémoire de leurs enfants. Et donc, il est d'autant plus important que ces disparitions puissent demeurer, puissent être encore mémorisées, plus exactement conservées dans un monument. Ce monument que construit l'histoire, le monument également que vous essayez de construire avec ce mémorial dont on parlait, que vous construisez avec la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie. Et donc, tout cela, je crois, c'est quand même cette action que vous menez, elle est extrêmement importante. Ce colloque que vous avez fait, ça n'était pas seulement un colloque historique, un colloque qui tente aussi de montrer qu'il y a toute une part de la mémoire de la guerre d'Algérie qui doit s'intégrer à l'ensemble de la mémoire de la France. Ça, c'est extrêmement important aussi, si l'on peut le faire. Et je crois que de toute façon, quoi qu'il puisse arriver, il ne faut jamais oublier la parole de Chateaubriand, qu'importe les revers, si notre nom, prononcé dans la postérité, va faire battre un cœur généreux 1000 ans après notre vie. Je vous remercie de votre attention. Bien, je crois qu'il est temps de clore notre colloque. Merci, professeur Frémaux, d'avoir fait la synthèse de ce qui s'est dit. Quoi qu'il en soit, nos associations continuent le combat mémoriel qui doit nous permettre de nous inscrire de manière équilibrée dans l'histoire de France, plus que dans la mémoire, mais dans l'histoire de France. Il s'agit de corriger tout ce qui s'est dit et de dire la vérité, tout ce qui s'est passé, mais rien que la vérité. Je vous remercie et nous remercions bien entendu les intervenants. Nous remercions le collègue du COSADER, Frédéric Tavera, tous ceux qui ont participé et nous essaierons de faire un prochain colloque lorsque nous aurons avancé dans notre combat, mais le combat continue. Merci à tous.